le Burundi vient d'accéder à la présidence de l'Union africaine. Et alors, après cet événement, nous avons jugé bon aussi faire une analyse sur les perspectives, les enjeux, les retombées par rapport à cette accession à la présidence du Burundi de l'Union africaine. D'abord, en soi, que le Burundi soit désigné comme président de l'Union africaine, accéder à la présidence de l'Union africaine, d'abord, ce n'est pas un exploit extraordinaire. C'est un événement normal. Il ne faut pas en faire un exploit extraordinaire. Présider l'Union africaine, c'est une présidence tournante. Comme ça se fait à l'East African Community, comme on connaît ça. Hein? L'Afrique a été subdivisée en 5 régions. Le nord, le sud, l'ouest, l'est et le centre. Et chaque région préside l'Union africaine à tout de rôle. Donc le Burundi, je crois, fait partie de l'Afrique de l'Est. Ce n'est pas un exploit. Tous les pays de l'Afrique de l'Est ont déjà présidé l'Union africaine. Certains même 2 fois. L'Ouganda l'a déjà fait 2 fois. Dans la sous-région, seul le Burundi n'avait pas encore accédé à cette présidence. Le Congo a présidé l'Union africaine et la RDC. Le Congo-Brazzaville l'a fait 2 fois. Le Rwanda a présidé l'Union africaine. La Zambie a présidé l'Union africaine. La Tanzanie, l'Ouganda. C'est quelque chose de normal. Il ne faut pas faire un exploit extraordinaire. Donc, malheureusement, bon, l'homme politique a toujours tendance et plus enclin à récupérer tout acte comme un exploit extraordinaire avec des retombées peut-être, avec des spéculations des propagandistes. C'est pour cela qu'on ne comprend pas comment organiser un événement, paralyser toute la capitale, et comme quoi c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un comportement vraiment à bannir. Paralyser la capitale, les élèves passent des heures et des heures, déserter les écoles, les classes. C'est incompréhensible. Président de l'Union africaine, alors que d'autres pays l'ont présidé depuis. Même après, une autre région va avoir son tour. Par exemple, l'Afrique occidentale, c'est comme ça. Est-ce que si on préside l'East African Community, c'est un exploit? Si on préside le Comesa, c'est un exploit. C'est quelque chose de normal. Il ne faut pas que les Burundais restent dans les ténèbres en essayant de spéculer sur des événements qui sont d'ailleurs ordinaires. D'ailleurs, si on analyse l'Union africaine, en soi, c'est une organisation encore qui a ses faiblesses, qui a ses défis, des faiblesses notoires qui limitent même sa capacité d'influencer le cours des événements dans le monde. Il a vraiment des faiblesses visibles et un contexte assez, je dirais, assez perturbé actuellement. Donc le contexte actuel aussi n'est pas favorable à ce que l'Union africaine a fait des prouesses par rapport à sa capacité d'influencer, de régler les crises même qui prolifèrent sur son continent. Vous savez, l'Afrique depuis longtemps est hantée par la pauvreté, la maladie, les guerres, le népotisme, le clanisme, la corruption, la fuite des capitaux et des cerveaux. Assistez régulièrement, les données sont toujours là, les droits de l'homme, le terrorisme dans le Sahel, le djihadisme, une faible industrialisation qui confine l'Afrique à un seul rôle d'exportation des produits primaires par les multinationales, exploités par les multinationales des pays occidentaux. Tout cela limite vraiment sa capacité. Il y a aussi le problème lié aux moyens. Moyens. Les cotisations de l'Union africaine sont mal libérées par les pays. Ils sont mal libérés par les pays. Même le siège de l'Union africaine a été construit grâce au financement de la Chine.
c'est la Chine qui a financé la construction du siège de l'Union africaine à Addis Abeba. 50 pays réunis qui cherchent un financement extérieur pour construire le siège de leur organisation. Ça renforce leur extraversion. La capitalisation, par exemple, de la Banque africaine de développement. Oui, l'Afrique a une banque africaine de développement. Mais la capitalisation, le gros du capital de la banque, ce ne sont pas les pays africains. Ce sont les pays riches, ce sont les pays occidentaux. Imaginez l'Union européenne, la France, les États-Unis sont détiennent beaucoup plus de capitaux dans la banque africaine de développement. Les moyens pour faire fonctionner ces commissions, vous savez, les missions de maintien de la paix, même en Somalie, le financement de l'Union africaine est assez faible. C'est faible. Ce sont les Nations Unies qui doivent contribuer, ce sont les nations qui sont les gros contributeurs. Il y a aussi une faible capacité de transformation profonde de ces problèmes structurels qui hantent l'Afrique. Il y a eu plusieurs tentatives dans le passé d'y faire face avec une volonté de vouloir créer une dynamique nouvelle pour quand même attaquer le taureau par les cornes par rapport à ces défis. Mais les résultats ont toujours été faibles parce que la mise en application s'est heurtée aux problèmes justement liés à la gouvernance classique, à la gouvernance, la gestion des pays, le leadership. Vous vous souvenez du NEPAD? Le NEPAD, c'était une volonté d'asseoir la révolution des infrastructures en Afrique. Le NEPAD a capoté. Nous avons un agenda 2063 depuis 2013. Rarement que c'est évalué au sein de l'Union africaine par les chefs d'État qui participent dans ces réunions. C'est une vision de l'Afrique en 2063. Même à l'intérieur, les nations ne s'en approprient pas. Combien de Burundais savent l'agenda 2063 de l'Afrique? L'accord de libre-échange qui a été signé à Kigali très récemment. Il reste lettre morte. Justement, comme on n'est pas de la pas pu créer des infrastructures transcontinentales pour renforcer la transparence de l'espace économique de l'Afrique, il y a toujours des limites. Encore, l'Afrique est actuellement traversée par plusieurs courants contradictoires. Des leaders, vous entendez certains pays qui se disent qu'on taxe de nationalistes, souverainistes, proches de Moscou et de Pékin. D'autres sont taxés de vassaux des Occidentaux. Des fois, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se regardent en jet de faïence. Des accusations toujours. Donc, il y a des courants contradictoires actuellement qui traversent l'Afrique au niveau de son leadership politique et qui créent des antagonismes. Encore plus, il y a des mécanismes qui sont paralysés, qui devraient justement booster l'Afrique au niveau de la gouvernance. Il y a des mécanismes. La Convention de l'Union africaine de lutte contre la corruption, au lieu d'être dynamique pour justement renforcer la corruption, la lutte contre la corruption en Afrique, c'est paralysé. Quand ils étaient de l'Union, on dirait que c'est du tourisme, du simple tourisme. Les recommandations sont là, restent lettres mortes. Il n'y a pas de soutien politique au plus haut sommet de la part des chefs d'État. C'est pour cela que quand plusieurs chefs d'État africains sont renversés, on trouve dans les sous, des billets de milliards de dollars cachés, quoi. C'est devenu récurrent. La lutte contre la corruption, malgré l'examen de cette convention. Le MAEP, évaluation par les pays, donc, mécanisme africain d'évaluation par les pays, qui devrait analyser en plein fin la situation démocratique de chaque pays. Élection, séparation de pouvoir, alternance au pouvoir, transparence électorale, et structure des rapports non complaisants pour épingler les défis par rapport à ces taxes. C'est quand ça ne se fait jamais.
les commissions des droits de l'homme, le Conseil de paix et de sécurité. Donc, des actions, encore plus le contexte actuel. Donc, l'Afrique est composée par une mosaïque d'États. Sa bigarure culturelle fait qu'on a décidé de renforcer les relations des États africains dans les mécanismes d'intégration régionale, donc au niveau des sous-régions. C'est pour cela que les organisations régionales ont volé la vedette de l'Afrique, de l'Union africaine, par rapport même à la résolution des crises. La CEDEAO, par exemple, la CEDEAO se positionne en Afrique occidentale. SADC, et puis dynamique en Afrique australe. Il étudie les questions spécifiques à l'Afrique australe. Il y a l'East African Community qui est censé gérer les questions de l'East African Community. Le CEMAC en Afrique centrale. L'Union maghrébine, les pays maghrébins. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de crises sans solution. Aussi, il y a l'action des grandes puissances. Vous voyez que les grandes puissances interfèrent même actuellement dans les crises des États africains. Parce que toutes ces grandes puissances cherchent ces minéraux critiques qui sont à la base de renforcement de la technologie. Technologie militaire, l'intelligence artificielle. La Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon. Tous ces pays organisent, les États-Unis organisent annuellement des pays, Chine, Afrique, Chine, États-Unis, ils rognent. Ils rognent. Les richesses de l'Afrique. L'Afrique, tôt ou tard, risque de se transformer en un cadavre sur lequel s'acharnent les charognards des grandes puissances. Parce qu'on veut vider ces minéraux. Toute part que ces minéraux, la population africaine n'est pas en train de profiter de ces minéraux. C'est pour cela que même l'Afrique est en train de se vider de sa jeunesse. Ici au Burundi, on exploite les minéraux, les héritages. Au Congo, voyez, partout c'est comme ça. Les jeunes quittent, prennent le risque de traverser les mers et les océans pour aller en Europe. Le Burundi se vide régulièrement de sa jeunesse. Il y a aussi l'unilatéralisme qui se développe actuellement. Les grandes puissances sont en train de chercher à interférer dans toute crise. Vous savez, la crise en RDC, ce sont les États-Unis et le Qatar qui occupent le devant de la scène. L'Union africaine a été reléguée au second plan. Il y a un contexte assez qui limite. Le Conseil de la paix de Trump, il vient bousculer le contexte. C'est comme s'imposer comme un nouvel acteur, incarné par un pays si puissant que tout le monde finira essayer à tourner autour de ce nouveau cadre de résolution des crises au niveau international. Ça veut dire que alors, tenant tout au contexte et tenant compte de la situation même actuelle économique du Burundi, présider l'Union africaine, le Burundi ne va pas faire des choses extraordinaires. Les défis sont tellement énormes. C'est pour cela que je conseillerais au conseil du président d'organiser son agenda en ne faisant pas fi des défis de notre pays. Nous avons des défis énormes. Le pays est dans une situation critique, gangréné par une corruption légendaire, sans solution, sans volonté de l'éradiquer. Tout manque, le carburant, c'était une inflation qui paupérise la population de façon vraiment révoltante. Donc, je conseille au président de la République de ne pas oublier, de se souvenir qu'il a été élu pour d'abord s'attaquer aux défis intérieurs. Bien sûr aussi,
assurer cette présence dans l'Union africaine, mais tout en ne considérant pas qu'il y aura vraiment des exploits dans la présidence du Burundi par rapport à une organisation déjà assez minée par des faiblesses profondes, structurelles, et qui est engagée dans un contexte particulièrement difficile.